Vendredi 23 septembre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. Un atelier d'échange de connaissances est organisé par le ministère du Sport pour procéder à la validation nationale des documents politiques sectoriels. Objectif, établir des actions au-delà du programme d'action du gouvernement dans le secteur des sports et du loisir. Le dit atelier a pris fin ce jour. Compte rendu à suivre. Les clients de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, disposent désormais de 5 jours pour payer leurs factures après la date de présentation marquée sur cette dernière. C'est un communiqué en date du 3 août qui l'indique. À suivre la réaction de quelques citoyens de la ville de Cotonou. Les restaurants de fortune se retrouvent dans presque toutes les rues de nos grandes villes au Bénin. Ces entreprises presque informelles posent le problème du respect des normes d'hygiène et de sécurité. La rédaction s'est intéressée à la question. Reportage à suivre. Merci de nous recevoir. Dans le but d'établir des actions au-delà du programme d'action du gouvernement dans le secteur des sports et loisirs, un atelier d'échange de connaissances a été organisé par le ministère de tutelle pour procéder à la validation nationale des documents politiques sectoriels. Le dit atelier a démarré hier 22 septembre 2022 et se poursuit. Suivez le compte-rendu. Doter le pays de documents politiques qui, au-delà du programme d'action du gouvernement, deviendra désormais la boussole du secteur des sports et des loisirs. C'est dans cette dynamique que ces différents membres du comité vont exprimer leurs contributions à travers des recommandations et amendements autour de 3 documents, à savoir le sport, les loisirs et la jeunesse. À l'horizon 2030, le sous-secteur des loisirs est bien gouverné et modernisé, offrant l'accès aux loisirs endogènes à chaque Béninois en respect des préférences individuelles, quel que soit le statut et le lieu de résidence. La réalisation de ces politiques passe également par l'identification de tous les facteurs pouvant freiner l'aboutissement. Les défis sont grands. Le défi est que nous devons renforcer les capacités du secteur de l'éducation en base humaine et matérielle, développer l'enseignement technique et la formation professionnelle, développer des aptitudes et comportements qui favorisent la participation des jeunes au processus de prise de décision. La promotion de l'investissement privé dans la gestion du sport, ce qui passe par les contrats PPP. Plusieurs acteurs vont examiner le document politique du secteur des sports. Le patron du secteur va inviter chacun des participants à s'impliquer dans son élaboration. Quand nous avons reçu les premiers documents, nous les avons partagés à un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui n'étaient pas forcément dans les différents comités de travail et qui ont enrichi ces différents documents de leur réflexion, de leur contribution. Quand il sera temps de présenter le rapport, chacun de vous aura dit tout ce qu'il pense de bien pour le développement du sport, de la jeunesse et de loisirs dans notre pays. Je renouvelle mes félicitations et mes remerciements à tous les membres des différents comités. Les regards sont tournés donc vers le document final qui apportera à coup sûr une nouvelle dynamique au sport béninois. Les clients de la Société nationale des eaux du Bénin disposent désormais de 5 jours pour payer leurs factures suivant la date de présentation marquée sur cette dernière. Passé ce délai, la fourniture d'eau pourrait être suspendue à tout moment. C'est ce qu'il convient de retenir d'un communiqué de la société en date du 3 août 2022. Comment les citoyens de la ville de Cotonou ont-ils accueilli cette décision? On les écoute. C'est une bonne décision, mais seulement que en 5 jours, le délai imparti est trop peu. Parce que c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup de prouesses, mais réduire les factures en 5 jours, vraiment, le délai imparti est trop peu. Nous n'avons pas les mêmes manières d'avoir de l'argent. Vous voyez, et 5 jours, c'est trop peu. Qu'on ramène ça au moins à 10 jours. Qu'on ramène ça au moins à 10 jours. 5 jours pour payer une facture. Déjà, si tu dois aller au service très tôt le matin et quitter à 1 heure ou
le guichet est déjà fermé, tu serais dans cette navette-là et on viendra te couper le courant. On ne doit pas mettre la pression sur le citoyen pour qu'il paye sa facture. Avant, comment ça se passait, les gens, vous pouvez cumuler 1, 2, et c'est lors de la 3e facture que vous ne solidez pas qu'on vient vous couper. Mais pourquoi aujourd'hui on passe à 5 jours? Ça veut dire simplement qu'on est en train de présenter l'eau comme un liquide qu'on doit vendre aux citoyens. Or, en réalité, l'accès à l'eau, aujourd'hui, c'est un droit. Il faut donner un peu plus de délai sur ça, puisque le temps est dur. Le délai est réduit, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Déjà, ça veut dire que nos difficultés s'augmentent automatiquement, comme ça. C'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Déjà, avec le système ancien, c'était aussi difficile. On va encore réduire. Si c'est le délai un peu au moins jusqu'à 7, 8 comme ça, c'est mieux. Là, il n'aura pas plus de factures, c'est bon. Ça, c'est des stress. Sinon, les gens vont faire des AVC. Avec cette décision, les gens vont faire des AVC. Quand on est trop stressé, cette décision est une décision... Non. C'est pour nous stresser. Il nous qu'à revoir un peu le copie. On aurait bien souhaité que l'exécutif allonge et nous allonge un peu le délai en 1 mois. Ce serait bien, mais là, en 5 jours, c'est pas bien. Ils étaient au micro de Ruth Ronjo et Estelle Vichuedo. La décision du paiement des indemnisations aux personnes affectées par les travaux de réalisation du giratoire à Glodjibé et du projet d'aménagement à Togouin a fait objet de débat dans le grand soir de ce jeudi 22 septembre 2022. Les débatteurs y sont allés chacun de leurs analyses. Le compte rendu avec Sir Tossa. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 21 septembre 2022, a décidé du paiement dû aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togouin et de l'indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjibé et d'aménagement d'un 2e accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tango-Djevier. Cette actualité a été au cœur du Ça se discute de ce jeudi 22 septembre. Cette décision, elle est salutaire. Et ça prouve une fois encore que nous avons en face un gouvernement responsable qui tient à sa parole, qu'il vous souvienne que déjà le gouvernement a commis un expert pour faire l'évaluation des dégâts au niveau des immobiliers et des dégâts au niveau du foncier. Et déjà, la population qui se retrouvait dans l'emprise concernée a été déjà recensée. Les débatteurs, tout en reconnaissant le bien fondé de cette décision, rappellent que le droit de propriété est un droit constitutionnel. Le droit de propriété est un droit constitutionnel qui ne peut subir d'atteinte que dans certaines circonstances particulières. Et la circonstance particulière ici, c'est l'expropriation. Lorsqu'il y a une cause d'utilité publique, les pouvoirs publics peuvent procéder à l'expropriation des immeubles. Et, comment dire, cela est soumis à conditions contre juste et préalable dédommagement. Et c'est ce juste et préalable dédommagement qui, véritablement, dans notre contexte actuellement, pose problème. Par le passé, nous l'avons eu. Et des voix aussi ont commencé par se lever par rapport à l'évaluation, en fait, que l'on fait de l'indemnisation qui ne correspondrait pas trop au prix du marché ou à ce qu'auraient voulu les propriétaires, parce que ça n'aurait pas permis de se reloger autrement. Donc, le gouvernement a fait un pas. Quand on parle d'indemnisation, c'est que forcément, en amont, il y a eu déjà des études qui sont faites. Et parlant de relations humaines, peut-être les présumés propriétaires peuvent évaluer la construction ou leur bien à un certain montant, mais l'évaluation qui sera faite peut être inférieure. Mais dans tous les cas, je pense que la fibre patriotique, quand on parle de Togouin, on parle de boulodrome, jamais le Bénin n'a cette infrastructure sportive et nous parlons du Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, nous savons le nombre de personnes que ça draine. Le Bénin sera un pôle d'attraction dans le monde entier. En dehors de ces indemnisations annoncées par le Conseil des ministres, les débatteurs estiment que le gouvernement doit aller au-delà. Tant
que l'indemnisation perçue ou reçue ne permet pas à l'individu de se reloger, ça pose véritablement un problème. Et la façon dont ces cas reviennent là, il faut véritablement que, en fait, que l'on y pense. Je pense que le gouvernement doit aller loin. Loin en ce sens que quand on remet de l'argent frais et de la liquidité à la population, certaines personnes n'ayant jamais manipulé l'argent, lorsqu'on remet l'argent à la population, les besoins existentiels sont là. Et forcément, ces personnes, ces victimes, ne font pas un réinvestissement de l'argent pour construire, pour se reloger, effectivement. Alors moi, je pense que l'État, par le truchement du ministère du cadre de vie, doit penser à construire déjà des logements faits. Un public reportage dans cette édition. Atelier d'échange assez sur l'élaboration du plan de gestion des marines protégées de Donatin et de la Bouches-du-Roi au Bénin. Une initiative de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, porteur du projet Benkadi Bénin. L'ouverture de la cérémonie s'est tenue ce jeudi dans la commune de Grand-Popo. Objectif, échanger avec toutes les parties prenantes en vue d'élaborer des plans de gestion et définir les projets d'activité à mettre en œuvre. Le compte rendu avec Modeste Soutogbe et Paul Estessa aussi. Atelier d'élaboration du plan d'aménagement et de gestion des aires marines protégées. Une initiative de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin en partenariat avec le projet Benkadi qui a réuni les communautés à la base, les élus locaux et les acteurs du secteur. En s'engageant dans Benkadi, Pachiba fait le choix de contribuer en mettant l'accent sur l'adaptation basée sur les écosystèmes. Et les aires marines protégées constituent également des écosystèmes particuliers sur lesquels nous aurons fait beaucoup de choses. Après cette décision très bien accueillie, il est important de passer à l'opérationnalisation de cette décision. Voilà pourquoi nous avons saisi la balle au bond pour proposer cet atelier durant lequel nous allons essayer d'esquisser les éléments essentiels, tracer la ligne que nous devons suivre pour faire face aux défis de gestion rationnelle et de gouvernance partagée de ces deux aires marines-là. Ces 2 jours d'échange entrent en ligne de compte avec la décision du gouvernement issue du Conseil des ministres du mercredi 16 janvier 2022 qui vise la création des aires marines protégées à Cotonou et à Grand-Popo. L'objectif que nous poursuivons en nous retrouvant ici ce jour, c'est de pouvoir doter nos 2 aires marines protégées des documents de gestion, notamment le plan d'aménagement et de gestion. Et cela participe de la durabilité des actions que nous aurons à définir dans notre plan d'aménagement. Le plan d'aménagement participatif permet l'adhésion des communautés parce qu'elles se sentent impliquées, elles sentent que leurs aspirations sont prises en compte. Ça leur permet de nous accompagner et ça nous permet à nous de pouvoir exiger d'elles la protection, la surveillance pour l'accroissement ou une gestion durable des ressources qui sont d'abord leur propriété. Et ce n'est pas à nous de penser à leur place. Le représentant du ministre du cadre de vie et du développement rural rassure de la disponibilité du gouvernement pour un bon aboutissement des résultats issus de cet atelier. Je puis vous assurer de la disponibilité du ministère du cadre de vie et du développement durable à accompagner ce processus comme on l'avait toujours fait. Entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il n'y a pas de différence. Donc vous pouvez compter déjà sur le ministère du cadre de vie et du développement durable et de tout le gouvernement pour accompagner les actions entreprises par la société civile. À cet effet, je voudrais compter sur votre qualité des réflexions et je reste convaincu, les autorités du ministère et moi-même bien sûr, que le présent atelier pourra poser les bases dans le processus d'élaboration des PAG.
Couvrant 5 départements et 10 communes au Bénin, le projet Benkadi s'étend à 2025 avec pour but précis réduire la vulnérabilité face au changement climatique principalement dans les secteurs agricoles et de l'eau. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, plusieurs métiers, en l'occurrence ceux du numérique, nécessitent l'usage de certains outils comme l'ordinateur, la tablette, le smartphone. Ces derniers permettent aux utilisateurs d'accomplir des tâches aussi bien professionnelles que personnelles au quotidien. Ce contact permanent avec les écrans n'est pas sans conséquence sur la santé visuelle. Reportage. Les ordinateurs, les smartphones, les tablettes constituent pour beaucoup d'acteurs les principaux outils de travail. C'est ainsi que les journalistes, les secrétaires de direction, informaticiens et autres se voient contraints de passer des heures ou toute une journée entière devant les appareils électroniques, s'exposant donc à la lumière que reflètent ces accessoires sur les yeux. Je fais la planification, la mise à jour de la maquette. Je mets aussi à jour le fichier des frais de scolarité, etc. Il faut avouer que je reste en gros au moins 4 heures de temps dans la journée devant l'ordinateur. Moi, très souvent, si je suis devant l'ordinateur, c'est pour faire le montage. Le montage, des reportages et tout. Je vous avoue que si je viens ici à 8h, je rentre à 18h. Le plus souvent devant mon ordinateur, j'ai plusieurs tâches que je fais. Tantôt des installations de logiciels, des antivirus. Il y a également des configurations à faire. Il y a plein de trucs à faire, tantôt la programmation. Et lorsqu'on prend une journée, d'abord ça dépend de la période, parce qu'il y a de cette période où on a plein de trucs à faire, plein de tâches à faire. Donc quand je prends des journées pareilles, on passe pratiquement plus de 10 heures devant l'ordinateur. Avec mon ordinateur, je fais des traitements de tests, je fais des impressions, des photocopies, je fais des recherches aussi sur l'ordinateur et je fais des dessins, des graphes par exemple. Et je passe environ 8 à 9 heures par jour sur mon ordinateur. Le contact permanent avec ces appareils n'est pas sans conséquence sur l'utilisateur. De simples douleurs aux yeux ou à la tête, ces personnes peuvent se retrouver malades ou atteintes de la cécité. La lumière sur le plan visuel est indispensable pour la vue, mais son exposition prolongée, intense, peut occasionner des dégâts à ce niveau. Donc cette lumière émise traverse les différentes structures qu'on appelle milieux transparents de l'œil, à savoir la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, le vitré pour atteindre la rétine. Et suivant ces différentes étapes, ça peut occasionner des lésions. Une lésion qui est une maladie qui est communément appelée DMLA ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est due à une exposition prolongée de cette lumière sur les cellules visuelles qui sont photosensibles. Et cette maladie peut aller jusqu'à la cécité. Au regard de tous les risques auxquels s'exposent les acteurs au contact avec l'écran de façon prolongée, il urge d'adopter certains comportements. L'ophtalmologue Cécile Bessy recommande. Dès que vous sentez quelques signes que je peux citer, une fatigue oculaire, des troubles visuels, des picotements, ces genres de lésions, quand vous êtes exposé à votre écran d'ordinateur, de téléphone, etc., il faut faire une pause. Nous recommandons à nos patients le port des verres teintés avec une teinte photochromique et des anti-reflets pour les protéger contre ces écrans d'ordinateur, de téléphone, etc. Grâce aux avancées technologiques, les appareils électroniques sont de plus en plus dotés de filtres antilumineux. Pour finir, la spécialiste invite ceux dont les métiers exigent l'usage d'appareils électroniques de recourir désormais à ce type d'accessoires afin de limiter les dégâts causés aux yeux. On les remarque dans presque toutes les rues des grandes villes du Bénin. Il s'agit des restaurants de fortune. Les promoteurs ou gérants ne respectent pas toujours les conditions nécessaires pour assurer une sécurité alimentaire aux usagers. Dans le reportage qui va suivre, vous en saurez davantage.
À Cotonou, l'une des plus grandes villes du Bénin, il est fréquent de voir des restaurants de fortune érigés un peu partout. À chaque rue, ces établissements destinés à recevoir du public sont installés du plus petit standing au plus haut. Mais la grande question qui taraude les esprits est de savoir si les normes d'hygiène et de sécurité en restaurant sont respectées. Si on prend les petites boutiques qui ouvrent à gauche à droite, les vendeuses qui font ce que nous appelons techniquement l'alimentation de rue, personnellement, il y a des endroits où c'est respecté et d'autres endroits où ce n'est clairement pas respecté. La propreté chez certaines reste à désirer. Il y a même l'endroit où on prépare, on ne la garde pas propre. Celle qui prépare même, vous la voyez vraiment. Pourtant, un restaurant est tenu de répondre à certaines obligations en termes de sécurité. Autrement, un minimum d'hygiène alimentaire doit être mis en place pour éviter tout risque de contamination bactérienne. Quelqu'un qui mange dans un restaurant de type alimentation de rue qui ne respecte pas les normes s'expose à ce que nous appelons des infections, des toxines-infections alimentaires, et qui peuvent être à caractère un peu différent en fonction de la gravité. Ça peut se manifester par de simples vomissements, ça peut être des crampes abdominales, ça peut être des diarrhées quand même assez, et ça peut même déboucher sur le choléra. Maintenant, l'autre risque qu'on ne voit pas, c'est le risque à long terme, en termes d'accumulation dans l'organisme de tous ces micro-organismes, de tous ces toxines en fait qui sont produites dans les aliments là et qui peuvent déboucher plus tard sur des cancers. Chez les vendeuses, des dispositions relatives aux lieux recevant des usagers sont-elles prises? Celles rencontrées en pleine activité presque informelle n'ont pas voulu se confier à notre caméra. Dame Sessimé, restauratrice dans une rue de Cotonou, recevant au quotidien des usagers de toutes catégories, martèle que l'hygiène doit être le premier principe d'un restaurateur. La propreté, l'hygiène, c'est très important dans la cuisine. Tu peux être le cordon bleu, mais si l'hygiène n'y est pas, sans vous mentir, il n'y a rien. Chaque jour, d'abord, la première des choses, c'est le nettoyage. Très important. Nous prenons au moins 2 heures de temps à faire le nettoyage. Même pour les assiettes, des fois, je prends le javel, l'eau chaude, pour faire la vaisselle. Donc, sans vous mentir, c'est très important l'hygiène dans la restauration. Le premier médicament dans la restauration, c'est d'abord l'hygiène. Mes frères et mes sœurs qui sont dans la restauration, que c'est le b.a.-ba de la restauration. Et de fait, et si l'hygiène est, vous aurez des bons clients. C'est pourquoi les vendeuses sont tenues d'offrir un certain niveau de protection en équipant leurs locaux conformément aux attentes légales. Les principes se résument dans ce que nous appelons les 5M, c'est-à-dire il y a l'hygiène au niveau de la main-d'œuvre, l'hygiène au niveau des matières premières qui sont utilisées, l'hygiène au niveau du matériel, l'hygiène au niveau du milieu dans lequel et l'hygiène dans les méthodes culinaires qui sont utilisées. Donc si on parle de l'hygiène de la main-d'œuvre, c'est quelqu'un qui est propre, qui a une tenue de travail propre, qui a des ongles qui sont taillés courts, qui n'a pas de plaies aux doigts non couvertes, non correctement emballées. C'est quelqu'un qui fait des contrôles médicaux souvent pour s'assurer qu'il n'a pas de tuberculose ou d'autres maladies infectieuses qu'il pourrait transmettre aux clients. Qu'il s'agisse d'infrastructures ou équipements, les vendeuses et même les établissements destinés à recevoir un public doivent répondre à un cahier de charges précis. Le premier conseil que moi je donnerais à un simple usager, c'est vraiment de limiter le nombre de fois qu'il mange dehors. Préparer soi-même sa nourriture, c'est mieux. Ça lui permet lui-même de choisir les aliments qu'il veut manger, de s'assurer de la qualité des aliments, même si il ne peut pas avoir 100%, mais quand même, ça, c'est déjà ça, faire le maximum pour s'alimenter soi-même. Ensuite, deuxième chose, c'est vraiment de chercher des endroits qui sont propres, d'apprendre à connaître ces personnes qui préparent et vraiment de fuir les endroits où il y a trop de monde, où l'hygiène n'y est pas. Parce que vous savez, trop de monde, ça fait que la probabilité que
les couverts, tout ça soit nettoyé, la probabilité devient faible. Les normes de sécurité en restaurant doivent être une priorité pour vendeuses de mets et restauratrices. C'est pourquoi il est attendu d'elles des dispositions d'hygiène minimum conformément aux attentes régissant la sécurité alimentaire au Bénin. Voilà, vous savez tout et c'est sur cet élément que va prendre fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.